Il me revient donc de dire en début d'après-midi, à l'heure de la sieste, quelques mots pour vous endormir sur un professeur de notre institut qui a été donc choisi parmi la multitude de ceux que nous a présentés ce matin notre ami Christian. Effectivement, je me suis posé la même question que Monseigneur. Maintenant, pourquoi le sort est-il tombé sur Léonide Ouspensky? D'abord, ce matin, sœur Françoise m'a demandé sur quoi j'allais parler. Je lui ai dit sur Léonide Ouspensky. Ah, mais elle a dit, mais je l'ai bien connu, j'ai été son élève. Si tu m'avais dit, ben je t'aurais préparé quelque chose. Mais on dit toujours les choses à la dernière minute ici. Oh, mais puis de toute façon, j'aurais rien préparé parce que j'ai pas le temps. donc je lui ai dit, ben, j'ai bien fait de ne rien te demander. Je suis témoin de la scène. Et alors, effectivement, elle l'a connu, je ne l'ai pas connu. Et je me suis quand même demandé pourquoi le sort était-il tombé sur lui. Il était concurrencé à un moment donné par Gabriel Marcel, que je n'ai pas connu non plus, mais dont j'avais un livre à la maison. Mais c'est donc Léonide Ouspensky, j'avais quelques livres de lui à la maison, et puis finalement, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des coïncidences fortuites qui permettait de justifier pour lui cette élection aujourd'hui. Et donc, au courant de l'exposé, vous trouverez 3 coïncidences fortuites qui font que il était bon de choisir Léonide Ouspensky. Et puis également, au cours de cet exposé, vous trouverez 3 idées forces que me suis permis de trouver chez Léonide Ouspensky. Et après ces 3 coïncidences et ces 3 idées forces, je tâcherai de vous montrer quelques images, puisque nous sommes en iconographie, quelques images qui doivent être dans cet appareil. Il en aura pour 4 ou 5 minutes pour que vous voyez ça, et puis d'autres petites surprises. Alors la première coïncidence, commençons tout de suite, c'est que nous sommes très proches aujourd'hui d'un anniversaire pour Léonide Ouspensky. Monseigneur me le rappelait hier. Il est né au ciel à Paris dans la nuit du 11 au 12 décembre 1987. Et il y a maintenant 27 ans. Et il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est enterré à un endroit où sont enterrés avec lui des Russes éminents qu'il a connus et dont il a sculpté lui-même les croix des tombes, en particulier celle de Vladimir Lossky, un autre prestigieux professeur de l'Institut. Comme lui, Christian l'a dit, présent dans notre institut il y a 70 ans, et également du père Serge Bulgakov, que nous avons vu ce matin, qui fut donc le professeur de Graf Kowalewski à l'Institut Saint-Serge. Que Dieu donne à ces grandes figures la mémoire et la lumière éternelle. Il était donc sculpteur, iconographe et grand spécialiste de l'iconographie. Selon le témoignage de son épouse Lydia, qui lui a survécu et qui est née au ciel il y a quelques années, je crois il y a 4-5 ans, à l'âge de 99 ans, Léonide Ouspensky avait une grande capacité de travail. Il travaillait 13 à 14 heures par jour, où il alternait peinture, restauration d'icônes, sculpture, travail sur métal repoussé, laissant les soirées et les fêtes à l'écriture de ses articles, parce qu'il a beaucoup écrit. Et elle rapportait qu'il maniait la parole avec difficulté, qu'il préférait montrer, et il le faisait avec une grande concentration. Il voulait que ses cours soient très très pratiques. Il parlait très peu, il n'aimait pas passer à la télévision,
ni à la radio, mais ses remarques avaient un grand poids et je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes. Et c'est la Providence qui l'a amené à Paris. Et ayant lu sa vie, que je ne connaissais pas, comme disait ce matin Yegor, quand on cherche à enseigner quelque chose ou à apprendre quelque chose à d'autres, on est soi-même le premier bénéficiaire. Donc ce que je ne savais pas hier, ni même avant-hier, c'est que sa vie est très intéressante et il a été particulièrement protégé pour l'œuvre et la mission qu'il devait conduire en Occident. Léonide Ouspensky est né le 8 août 1902 en Russie, dans la région de Zadonsk, oui, comme Maxime, oui, 1903, je crois Maxime, 1900 ou 1902. Et il est né dans une famille de propriétaires terriens. Et il aime peindre dès son enfance. Mais il est aussi attiré par l'idéal révolutionnaire. Comme le père Jean-Louis, en mai 68, il avait 16 ans. Ben lui, à 16 ans, le père Jean-Louis a pris des pavés et puis il est monté ici à Paris. Non, il a vu ça à la télé, mais il était proche de venir. Lui, eh bien, c'est un militant socialiste et athée. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'âge de 16 ans, il s'engage dans l'armée rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il y a des disputes entre l'armée rouge et l'armée blanche, bravo, on a tout suivi, il est capturé par l'armée blanche. Il a 18 ans. Et qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là? Enfin là, à ce moment-là, on doit fusiller, on va fusiller tout de suite les opposants de l'armée rouge. Et au moment où l'exécution va se faire, il y a un gradé de l'armée blanche qui passe, qui voit ce jeune homme et dit non pas lui, il est trop jeune, il a 18 ans. Donc il réchappe une première fois d'un événement fatidique. Et il est pris dans l'artillerie de l'armée blanche. De Frankel. Pardon? Du maréchal Frankel. Ça, je ne sais pas. Probablement. Peut-être. Oui, oui. Alors, ensuite, il est évacué par l'armée blanche depuis Sébastopol, qui se trouve au bord de la mer de Crimée, voilà. C'est Sébastopol. Il est évacué à Gallipoli, j'ai trouvé que c'était une ville en Italie, dans le sud de l'Italie, et ensuite il est envoyé en Bulgarie, où il fait En Turquie. toute sa biographie. En Turquie, comme pour les Russes, de Turquie en Bulgarie, Bulgarie à Paris. Ah d'accord. Gallipoli est donc en Turquie. Comme le nom grec l'indique. Pardon? Ah oui. D'accord, Polos. D'accord. La ville des Gaulois d'ailleurs. Gallipolos. Ça peut être que ça. Galicie, aussi. De la Galicie, voilà. Plusieurs Gaulois. Et donc, en Bulgarie, il fait différents travaux et il travaille notamment dans une mine. Et en travaillant dans la mine, malheureusement, eh bien, il a un accident à la main droite qui est gravement blessé. Et il aurait dû en rester infirme. Il est opéré dans des conditions de fortune, mais à nouveau, par un vrai miracle, sa main va fonctionner normalement. C'était où ça? Ça, c'était en Bulgarie, dans une mine. Et ensuite, il y a des recruteurs français qui sont dans ce coin-là, et il signe un contrat avec les usines Schneider du Creusot. Et il arrive en France en 1926. Il a donc 24 ans. Et ensuite, là, il a un accident de travail, il se rend ensuite à Paris, où il trouve du travail dans une usine qui fabrique des pièces de bicyclettes. Pardon? Il n'est pas fait pour travailler, apparemment. Non. En 1929, parallèlement à son travail dans l'usine de bicyclettes, il suit des cours à l'Académie de peinture qui vient d'être fondée par Tatiana Soukotina, qui est la propre fille de Tolstoï. Académie où enseignent des peintres renommés. Et c'est là qu'il rencontre quelqu'un qui s'appelle Georges Krug, qui deviendra le futur moine Grégoire Krug, et tous les deux, ils se lient d'amitié, notamment autour de la peinture. Mais Léonide est toujours athée.
Et un jour, écoutons ce qu'il raconte lui-même. Moi, je suis venu à l'iconographie par là, par le chant, une fois par hasard. Je m'en fichais. Tu sais, j'étais un croyant complètement, c'est ce qu'il raconte à une de ses élèves. J'entrais dans l'église un soir, en passant comme ça. Et il y avait un très bon chœur, rue Pétel. C'était bien avant la guerre. Et le chœur chantait des mélodies anciennes. Dans un coin, juste en face de moi, il y avait une icône du 19e siècle, mais une icône traditionnelle. Alors voilà, j'entends ce chant-là, je regarde l'icône, j'étais ahuri, complètement. Je vois tout à fait la même structure, les mêmes phrases, les mêmes mouvements, les mêmes lignes. Cela m'a frappé terriblement, c'était épouvantable. Et on voit ici, esquissé dans son processus de conversion, ce qui restera la première idée force dont je voulais vous parler, de l'enseignement iconographique d'Ouspensky, pour qui l'icône, je le cite, est un langage qui s'est élaboré dans l'ensemble du service liturgique. Vous voyez, il a associé le chant et l'icône, et il a entendu la même chose. Et je voudrais vous livrer son argumentation succinctement résumée, telle qu'il l'exprime dans un petit ouvrage que m'a confié Monseigneur Germain hier, qu'il a tiré de sa bibliothèque. Au hasard, oui. Vous l'avez trouvé très vite. Et c'est un petit ouvrage, mélange de l'Institut orthodoxe français de Paris, Christian en a parlé, Léonid Ouspensky de la confrérie Saint-Phosius, professeur d'iconographie à l'Institut, c'est bien le nôtre, et le titre s'appelle « L'icône, vision du monde spirituel ». Quelques pages géniales. Quelques mots sur son sens dogmatique. C'est édité en 1948, c'est la période où il est professeur à l'Institut, et en gros, son argumentation, c'est celle-ci. C'est dire, l'Église, c'est le ciel nouveau et la nouvelle terre. C'est le monde transfiguré. Il parle de ce postulat. C'est donc l'image du deuxième point, c'est donc l'image du monde transfiguré qui est la base du principe définissant l'aspect de l'Église, la forme des objets et leur place, le caractère des chants liturgiques. C'est ce qui règle l'ordonnance des sujets de la décoration ainsi que l'aspect extérieur de l'image. Troisième point de son argumentation, cette conception de l'Église nécessite une harmonie parfaite de tous les éléments qui la forment, c'est-à-dire leur unité et leur plénitude liturgique. Et chacun des éléments, quatrième point, composant une Église, doit avant tout être subordonné à cette idée générale que l'Église, c'est le lieu de la transfiguration. Et partant, chacun des éléments doit, par exemple le chant, doit renoncer à toute ambition de jouer un rôle propre, de valoir par lui-même. L'image et le chant, écrit-il, cessent d'être des arts ayant chacun sa voix propre et indépendante des autres. L'image et le chant, ce sont des expressions, chacun à leur façon, de l'idée générale de l'Église, un univers transfiguré, la préfiguration de la paix à venir. Et ça, c'est une idée très intéressante d'Ouspensky, de voir l'iconographie comme le chant, qui sont liés avec la liturgie, avec le but de la liturgie, la transfiguration de l'homme. Et il constate bien sûr des décadences par rapport à ce principe. Et j'ai cru entendre Maxime Kovalevski quand il a dit ceci. Il a dit par exemple rue Pétel. Alors rue Pétel, c'est l'église du patriarcat de Moscou.
La décoration est dans le style iconographique classique. Alors, oui, bien sûr, puisque ceux qui ont fait ça, à la rue Pétel, l'évêque Jean en faisait partie, mais c'est surtout le moine Grégoire Krug et Léonid Ouspensky, et d'autres peut-être avant, qui avaient établi la structure iconographique orientée dans ce but-là. Donc il y avait dans ce lieu-là un style iconographique classique, on pourrait dire pur, on pourrait dire pur dans le sens orienté vers ce but-là. Mais il rajoutait, mais le chœur chante des mélodies du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors là, c'est des mélodies influencées, que Maxime n'aimait pas beaucoup, qui étaient des mélodies influencées par le style occidental. Et il disait, eh bien, cela gâche tout. Mais dès que par hasard, on entend des mélodies anciennes, c'est lui qui écrit, qui se rapprochent beaucoup du grégorien, tout cela est uni instantanément. Décoration, gestes et musique. C'est une sensation formidable. Le chant ancien et l'icône traditionnelle, c'est exactement la même chose. Très intéressant, cette idée force d'Ouspensky. Et pour lui, un petit détail, ce n'est pas une question de mauvais goût. C'est, je répète, et il le répétait, c'est la perte de la vision réelle de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire l'anticipation du monde à venir, le monde transfiguré. Et il dit ceci, on entend souvent des voix indignées qui protestent contre les images mièvres et sentimentales, genre Saint-Sulpice, ou contre les pièces de concert qui viennent remplacer le chant